On ouvre le chapitre sanitaire. Merci beaucoup à vous de cette émission en accueillant sur le plateau Olivier Babot qui nous rejoint et Axel Kahn, généticien, chercheur, permettez-moi de le préciser, de renommée mondiale et président de la Ligue contre le cancer, comme l'indique d'ailleurs particulièrement votre masque avec ce fil rose qui montre que la lutte contre le cancer, on va en parler, elle doit absolument se poursuivre en ces temps difficiles. Si vous le voulez bien, Axel Kahn, j'aimerais juste essayer de voir s'il y a quelque chose de positif ensemble à regarder. Les chiffres. Les derniers chiffres, c'est 23 794 nouveaux cas, 467 nouveaux décès. C'est un taux de positivité qui est en chute, à 17,7% hier contre 21% début novembre. Le mot chute est peut-être un peu fort, c'est en baisse en tout cas. On entend beaucoup de chefs de services de réanimation d'urgence dire on peut se permettre d'être optimiste modérément, mais optimiste un petit peu quand même. Est-ce que vous partagez ça ? Oui, vous savez, le virus n'a pas le petit gel qui lui permet d'aller comme cela sans que les personnes se rendent compte de l'un à l'autre. Et donc, de manière tout à fait automatique, dès que vous diminuez les contacts physiques entre les personnes, vous diminuez l'infection. Au maximum, un confinement total fait effondrer l'infection très rapidement et même un confinement partiel la fait diminuer. Donc c'est normal. Maintenant, il y a un décalage entre les hospitalisations et les morts de l'ordre de 15 jours, 3 semaines et malheureusement, malgré cette amélioration incontestable, le chiffre de morts va continuer à augmenter dans les 2 semaines qui viennent. Alors, vous le savez, il y a un point de fixation depuis plusieurs jours, c'est la fameuse question de Noël, qui recoupe énormément d'inquiétudes, de symboles également. Ça fait encore la une du Parisien aujourd'hui. Comment sauver Noël ? Des inquiétudes ou des questionnements qui sont déjà un peu douchés par une réaction du Premier ministre dans un entretien au Monde qui dit les rassemblements festifs familiaux dans les salles de fête ne pourront pas reprendre avant longtemps, les bars, les restaurants ne pourront pas rouvrir dès le 1er décembre. Est-ce que ça vous semble possible de sauver Noël ? Je vous pose la question aussi simplement qu'elle puisse se poser. Mais est-ce que vous trouvez, et pardonnez-moi, c'est un peu direct comme question, qu'après tout, c'est aussi un peu égoïste de se poser cette question dans ce sens-là, dans le combat qui est le vôtre ? Naturellement, mais je ne vais pas parler du cancer, je suis également un citoyen, je suis également un grand-père, et Noël est très important. Et l'une des raisons pour lesquelles j'étais favorable à ce que des mesures soient prises avant le moment où elles ont été prises et soient plus strictes, et que je savais combien la période de Noël était essentielle pour des corps professionnels qui font près de 50% de leur chiffre d'affaires durant cette période. Et évidemment, ces personnes ne m'indiffèrent pas. Donc, ce qu'il faut que nous fassions, c'est qu'on soit le plus responsable possible, qu'on fasse baisser la circulation virale le plus important possible, de la manière la plus importante possible. Et durant la période de Noël, qu'on fasse nos courses, mais avec beaucoup de précautions néanmoins. C'est jouable dans ces conditions-là. Donc, c'est jouable. Tout de même, quand vous voyez les derniers chiffres, on voit qu'on est peut-être même dans un scénario plus positif que ce que Pasteur pouvait envisager. C'est-à-dire qu'on a un niveau en ce moment qui rejoint le niveau du déconfinement du mois de mai. Ça nous permet de dire qu'on peut croire à Noël. On n'a pas le niveau du déconfinement. On avait un R0, je ne me le rappelle pas, qui devait être de l'ordre de 0,6, 0,7. On est au dernier chiffre de l'ordre de 0,9. C'est encore, c'est encore élevé, si vous voulez. Il faudrait le faire baisser, parce que là, la décroissance va être relativement lente. Alors, sur la question des cancers, tout de même, je voudrais qu'on fasse un point sur la situation, puisque la Ligue que vous présidez dit que tous les indicateurs sont au rouge sur le suivi, le traitement des cancers actuellement. Les indicateurs au rouge, tous, cela signifie quoi exactement ? Ce qu'il faut comprendre, naturellement, c'est que dans les processus de déprogrammation, de fermeture de salles pour mettre des malades atteints de la forme grave de la Covid, systématiquement, il y a des reports des traitements pour le cancer, c'est-à-dire une discontinuité des traitements pour le cancer. Cela se surajoute au retard au diagnostic, donc au début du traitement, à l'arrêt des dépistages systématiques, à l'arrêt des endoscopies, à la déprogrammation de petites chirurgies pour des biopsies. Et on sait très bien, car un article vient de paraître dans un journal britannique, indiquant que par mois de retard, la perte de chance varie entre 6 et 13%. À l'arrivée, si vous regardez le nombre de retards qu'il y a eu, il y aura des milliers de morts, je dis bien, le chiffre n'est absolument pas inventé comme cela, il y aura des milliers de morts par cancer dans les 5 ans qui viennent, qui n'auraient pas dû mourir si on avait pu et su à la fois traiter la Covid et traiter ces maladies plus graves
plus anciennes, telles que le cancer. Alors la Ligue, encore une fois, que vous présidez, demande au pouvoir public d'agir sans délai. Comment, selon vous, les pouvoirs publics doivent agir actuellement et sans délai? Ils sont laissés un peu prendre par cette deuxième vague, alors même qu'ils l'attendaient. C'est ça qui n'est pas très compréhensible. Ce qu'il aurait fallu faire, me semble-t-il, et il me semblait qu'il s'y préparait, c'est sécuriser des lieux. Les centres anticancéreux, il n'y a pas de problème. Quelques lieux dans les hôpitaux généraux, aussi à l'abri que possible de la Covid, du SARS-CoV-2, qui eussent été dédiés à la continuité des soins, de telle sorte qu'on ne fasse pas perdre de chance. Il faut soigner la Covid, mais il n'y a aucune raison de cesser de soigner ces maladies qui sont plus nombreuses et plus graves que la Covid. Alors, je reviens à cet entretien accordé par Jean Castex au journal Le Monde, dans lequel le Premier ministre dit ceci: tant que nous n'aurons pas de vaccin, nous devrons donner des perspectives sur les règles du jeu. Il va falloir vivre avec le virus sur le temps long. Est-ce que ce qui nous attend, Axel Kahn, c'est une vie sous attestation, tout ou partie confinée, pendant, en fait, des mois et bien au-delà du mois de décembre? On aurait pu l'éviter, mais c'était difficile dans un pays tel que la France, un pays démocratique. Les pays qui ont réussi à éradiquer le virus l'ont fait de manière très brutale, avec un confinement absolu, total. Et lorsque le virus circule à un très très bas niveau, alors les mesures qui sont le dépistage, le diagnostic, l'isolement, l'étude épidémiologique, le tracking, comme on dit, permettent, et puis les mesures barrières, permettent réellement de tenir en respect le virus. Ça, c'est ce qu'a fait la Nouvelle-Zélande, ce qu'a fait l'Australie, ce qu'a fait la Chine, naturellement, ce qu'a fait la Corée, ce qu'a fait le Japon, ce qu'ont fait de nombreux pays. Nous, on n'a pas été capable, peut-être à part après le premier confinement, de faire descendre le virus suffisamment bas. Et là, on ne le fera pas descendre suffisamment bas. Donc oui, il va falloir que l'on continue de vivre avec des précautions jusqu'au vaccin. Heureusement, il arrive. Mais alors, on va revenir au vaccin dans un tout petit instant. Mais est-ce que c'est une vie sous attestation et en partie confinée pendant des mois? Confinée peut-être pas, mais avec des précautions. Des précautions, d'accord. On verra donc ce qu'il en sera des règles voulues par le Premier ministre. Il y a des questions. Est-ce que les universités vont pouvoir reprendre en présentiel? Ce serait une mauvaise idée. Et ça a été une grossière erreur d'ailleurs de faire reprendre les universités en présentiel. Ce fut l'un des lieux où les clusters sont apparus. Et quand vous regardez dans les différents pays, il y a un certain parallélisme entre la rentrée universitaire et la reprise infectieuse. Donc il y aura des aménagements, très certainement. Il y aura d'importantes mesures barrières. Il y aura sans doute un couvre-feu. Mais on essaiera de faire en sorte que la vie économique, quand même, elle ne sombre pas. Mais ce qui préoccupe toujours, ce qu'on regarde tous les matins, c'est le niveau d'acceptabilité des Français. Et là, il semble particulièrement fragilisé. Je vais vous montrer quelques exemples bien concrets. On a des images de prières. Par exemple, à Saint-Sulpice, hier... Oui, je suis passé à côté il n'y a pas longtemps, donc je les ai vus. Et donc, ils sont agacés, ils demandent à pouvoir retourner dans les lieux de culte, à pouvoir prier à nouveau. On a dans l'actualité, c'est un peu pêle-mêle, des fêtes sauvages qui s'organisent. On en a une à Joinville qui s'est organisée, 300 personnes qui se sont réunies. D'ailleurs, on apprend au passage que l'une des personnes est testée positive, donc c'est un potentiel cluster. Et on a ce sondage qui montre que 60% des Français reconnaissent ouvertement qu'ils contournent les règles actuellement. Est-ce que ça va pas... Est-ce que la résistance, quelque part, n'est pas en train de s'organiser? Est-ce que les Français sont en train de craquer? Oui, c'est un point qui m'intéresse beaucoup, sur lequel je viens d'écrire un long papier aujourd'hui. Ça fait également l'objet du dernier chapitre de mon prochain livre. Il y a en France un état d'irréductibilité à n'importe quel message qui vient d'une autorité, qu'elle soit politique ou bien qu'elle soit scientifique. Et je n'ai pas le temps d'en expliquer les prémices selon moi, j'ai une analyse, mais ce phénomène est plus important en France que dans les autres pays, il est mondial, mais il est plus important en France que dans les autres pays, sans doute parce que dans le temps, la France a été plus la fille chérie de l'idée du progrès. Et cette idée du progrès a déçu. Et par conséquent, il y a la réaction des amoureux déçus envers l'amant ou l'amante infidèle, et on a cette situation. C'est très difficile, mais pour le président de la Ligue contre le cancer aussi, car la résistance aux campagnes de dépistage, nous la connaissons également.
Mais est-ce que vous dites le fait que les Français, par endroits et par moments et dans certaines catégories, soient en train de craquer, il faut le prendre en compte parce que vivre avec, en fait, ça veut dire ça aussi pour le gouvernement, c'est vivre avec des Français qui parfois n'en peuvent plus, où vous dites le gouvernement, il doit passer au-dessus de cette acceptabilité, il doit rester sur une ligne ferme, comme la réaffirme le Premier ministre aujourd'hui, et puis c'est tout parce que c'est la pandémie. Vous savez, ce qui est extrêmement important, c'est d'éviter ce que vous voyez aux États-Unis. Les États-Unis ont commencé d'être frappés par l'infection. Vous vous le rappelez, au mois de mars, vers le milieu mars, 10 jours, 15 jours après nous. Ils n'en sont jamais sortis. Jamais. Ils ont été incapables de prendre des mesures. Ils n'en sont jamais sortis. C'est-à-dire on avait une vague et puis un plateau, et puis une vague, un plateau. Et à l'heure actuelle, la situation est très grave. Si la France se comporte comme se sont comportés les Américains jusqu'à la vaccination, alors il n'y aura pas d'amélioration. On ne s'en sortira pas. Je vais prendre encore un exemple très concret, c'est la question des commerçants. L'un de vos collègues, professeur Éric Côme, dit cette semaine dans Le Parisien « Mes collègues vont hurler, mais il faut rouvrir les petits commerces au 1er décembre. Le risque n'y est pas plus élevé que dans les supermarchés. » J'ajoute à ça qu'il y a une étude qui a été publiée qui montre que les commerces ne sont pas le plus haut lieu de contamination. Loin s'en faut. Estimez-vous qu'en effet, sur ce point, pour les commerçants, il va falloir rouvrir au plus vite? Les Américains nous ont précisé, mais on le savait déjà, ce que sont les hauts lieux de contamination. Ce sont les bars, les restaurants, les églises, les salles de sport. Voilà, c'est vraiment cela. Et les petits commerces avec les gestes barrières sont moins en première ligne. Je vous ai déjà répondu, c'est-à-dire qu'en permanence, on essaye d'avoir deux fers au feu. Essayer d'éviter qu'on soit dans une situation incontrôlable au point de vue de l'épidémie et d'autre part, essayer naturellement de totalement ruiner la vie économique à la veille de Noël, alors même que cette veille de Noël est vitale pour des petits commerçants. Donc effectivement, rouvrir les petits commerces avec de très importantes mesures barrières et on va essayer de jouer cette crête étroite. Alors, la question des vaccins, on y vient. Je reprends la déclaration de Jean Castex auprès du quotidien Le Monde aujourd'hui. Tant que nous n'aurons pas de vaccin, nous devons donner des perspectives sur les règles du jeu. Tant que nous n'aurons pas de vaccin. Cette semaine a été marquée par l'annonce par Pfizer et BioNTech, l'allemand, d'un vaccin viable à 90%. Ça a fait la une, beaucoup d'enthousiasme. Est-ce qu'on s'est trop emballé, malgré tout, Axel Kahn? Je précise, le professeur Bernard Bégaud, dans Libération, il a présidé pendant 14 ans la commission sur les essais cliniques de l'Agence nationale de sécurité du médicament. Et il dit pour lui que ces résultats ont été publiés trop vite. Il dit que ce sont des résultats intermédiaires et que cette communication avait des objectifs essentiellement financiers et boursiers. Alors, est-ce que la communication a des objectifs boursiers et également de rivalité, de compétition industrielle? La réponse est évidemment oui, mais pas simplement. Vacciner avec de l'ARN, c'est une nouvelle stratégie. Il n'y a pas encore de vaccination chez les humains avec de l'ARN, même chez les animaux d'ailleurs. Et par conséquent, ce taux de protection, 7 personnes contaminées, 6 vaccinés. 90 personnes contaminées, si pas vaccinées, c'est un très bon signe. Et c'est effectivement encourageant. Cela dit, il faut rappeler que ce vaccin-là n'est pas le seul. Il y a une firme américaine, Moderna, qui est à peu près le même, qui est au même niveau. Et d'autre part, les Chinois sont très en avance. Parce que le virus inactivé, il y a 2 firmes qui font cela, Sinovac et Sinopharm. Les Chinois vaccinent déjà, et sont en train de le faire, la totalité de la population marocaine. Et l'autre vaccin chinois, qui est un virus inactivé, est déjà utilisé dans les Émirats arabes unis. Pour des raisons politiques, il est peu probable que l'Amérique et l'Europe fassent entrer rapidement le vaccin chinois, mais en fait, il est déjà disponible et déjà utilisé. Une question sur la défiance, et là, nous allons en parler tous ensemble. La défiance liée au vaccin. 50%, selon un dernier sondage paru dans le Figaro, c'est un sondage Odoxa, 50% des Français n'accepteraient pas de se faire vacciner. 50% l'accepteraient, 50% ne l'accepteraient pas. Réel sujet, à tel point que le Premier ministre, lui encore, reconnaît cette crainte. Ma crainte, dit-il, c'est que les Français ne se fassent pas assez vacciner. Axel Kahn, cette défiance vis-à-vis du vaccin, est-ce que ça peut empêcher tout bonnement de stopper la pandémie? Est-ce que la seule question de la non-vaccination d'une partie de la population peut, à elle seule, nous faire perdre ce combat?
Non, ça ne va pas arrêter toute efficacité du vaccin. Idéalement, il faudrait que le taux de vaccination soit supérieur à 50-60%, idéalement. Mais s'il est de 50%, ça sera déjà mieux que si c'était rien. Et surtout, s'ils se font vacciner ceux qui sont en situation d'être les contaminateurs principaux. Donc, le vaccin, ça sera de toute façon un frein important, on ne sait pas pendant combien de temps, mais un frein important à la poursuite de la contamination, quel qu'il soit, s'il est sûr. Et il semble bien que les vaccins ARN ou bien les vaccins plus classiques, si vous voulez, virus inactivés, ont un beau taux, un beau coefficient de sécurité. Et la raison pour laquelle il y a cette réticence à la vaccination, c'est ce que je vous ai dit auparavant. Il y a une réticence à tous les messages établis qui viennent de canaux officiels. Ça, c'est une caractéristique, cette irréductibilité à une parole qui a le malheur d'apparaître comme une parole officielle. Alors, parlons-en ensemble. Yael Gauze, la crainte exprimée face à la réticence, il prend le vaccin, par exemple, comme appui, le Premier ministre aujourd'hui, c'est un vrai sujet. Colère d'un côté, réticence de l'autre, voire défiance. C'est un vrai sujet et on pourrait l'appliquer à toute la déclinaison de la politique de lutte contre le Covid. Vous avez en ce moment un gouvernement, Bercy notamment, qui s'évertue à dire que jamais l'État n'a été, dans le quoi qu'il en coûte, aussi massif dans l'aide apportée aux petits commerçants fermés administrativement. On le redit ici, mais un libraire au mois de mars-avril touche 6 fois moins qu'il ne pourrait toucher aujourd'hui du fait de la fermeture de son établissement. Et ça ne franchit pas le mur du son. Parce qu'on est arrivé à un niveau de contestation, de résistance, vous disiez tout à l'heure Amélie par rapport au confinement, qui fait que ça ne franchit pas le mur du son. Les Français ne l'intègrent pas. Pareil, cet argument que le professeur Combe recycle comme la plupart des oppositions politiques aujourd'hui. Marine Le Pen le dit, Arnaud Montebourg le dit, la droite le dit, un petit commerce n'est pas plus contaminant que la caisse automatique d'une grande surface ou d'un Monoprix. Sauf que ce n'est pas ça le point de départ de la mesure sanitaire qui a été prise. C'est de stopper les mouvements de population, les migrations dans la ville ou ville-campagne pour aller à la boutique que l'on aime et où on y va et où on peut se croiser, risquer de se croiser, de se parler, de s'arrêter sur le trottoir. Donc c'est pas de dire que le petit commerçant, il est sale, il n'est pas préparé, il a mal fait son boulot de protection par rapport au virus et de lavage de mains, etc. Non, c'est d'empêcher que la population se brasse trop. Et à chaque fois cet argument revient et c'est celui qui est utilisé en permanence. Et là encore, le gouvernement n'arrive pas à contrer cet argument-là, malgré les conférences de presse hebdomadaires de Castex, malgré Bruno Le Maire qui dit en permanence on vous aide quoi qu'il en coûte comme jamais, plus donc État-providence, État en aide, plus mesures sanitaires responsables, ça ne franchit plus le mur du son. De la même manière, c'est une question que je voudrais poser à Axel Kahn, on n'applaudit plus jamais les soignants à 20h. Pourquoi ? Oui, parce que lors du premier confinement, il y a eu une sorte d'enthousiasme, de l'héroïsme que manifestaient les soignants, mais également les confinés, avec une sorte de communion dans cette épreuve. Certains étaient plus au feu que d'autres. Aujourd'hui, on ne connaît rien de tel. Comme vous l'avez dit, aujourd'hui, c'est cris, hurlements et protestations. Et c'est très cloisonné, chacun dans son monde. Et par conséquent, ce sont des conditions pour lutter contre la pandémie d'une très grande difficulté. Très grande difficulté. Roland Quérol. Oui, sur ces histoires d'acceptation par la population, il y a plusieurs choses. Il y a des choses dans lesquelles les Français se moquent un peu. Le sort des libraires, vous savez, les Français, ils achètent en moyenne moins d'un livre par an. Non, mais je disais libraire comme tous les petits commerces. Vous imaginez bien que, oui, mais vous imaginez bien que par oui. rapport à beaucoup de ces métiers, Bien sûr. ça leur est un peu équilatéral. Deuxième chose, ils nous disent dans les mêmes sondages, il faut serrer plus la vis. C'est la demande permanente de plus de 6 Français sur 10. Il faut serrer plus la vis. Mais ils sont 60% mais en même temps, à les dire... mêmes. Ah oui. Les mêmes. Mais pas la leur. Voilà. Pas la bride de l'autre, quoi. Donc il ne faut pas non plus tirer de ce 60% que vous avez cité. Je fais des coups de canif dans le règlement. Ça ne veut pas dire qu'ils sont contre. Ça veut dire qu'ils s'autorisent des coups de canif. C'est au fond assez significatif de l'état d'esprit d'une population. Soyez plus dur avec la société. Moi, de temps en temps, quand j'aurai besoin, je prendrai une petite liberté. C'est pas antinomique aussi bizarre. Et est-ce que c'est si grave que ça, Axel Kahn ? Est-ce que c'est si grave de parfois contourner la règle ? Est-ce que c'est si grave ? Le problème, c'est pas ça. Ce qui est grave, épidémiologiquement parlant, scientifiquement, médicalement parlant, est-ce que c'est si grave de parfois dépasser le kilomètre, Je ne crois pas. Prendre une heure en plus ? On ne va pas dire que c'est grave. La question est extrêmement simple. L'efficacité
des efforts que nous consentons pour diminuer la circulation virale est directement proportionnel à la diminution des circonstances et des occasions de contact physique. Directement proportionnel. Et par conséquent, tout ce qui augmente les possibilités de contact physique, évidemment, augmente la circulation virale. Mais je vais vous dire, aller se promener seul dans les bois ne présente aucun danger. Voilà. Et je trouve que c'est complètement con, complètement absurde, réellement, d'interdire, quand on habite la campagne, d'interdire aux gens d'aller faire une promenade solitaire dans les bois. C'est bien pour ça qu'il ne faut pas s'affoler du fait qu'il y ait des exceptions que s'accordent les Français. En revanche, sur le vaccin, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 3-4 mois, l'hypothèse du vaccin était éloignée et nous avions plusieurs sondages qui nous montraient que c'était 25 à 26% des Français qui disaient que s'il arrivait, ils ne se vaccineraient pas. Aujourd'hui, vous avez 50 et même un peu plus d'après Ipsos depuis déjà un mois. Ça veut dire que les choses se sont aggravées. Alors, il y a, je pense que toutes les explications que nous a données Axel Kahn sur la méfiance par rapport à l'autorité, le refus de toute décision qui viendra, quelle qu'elle soit, est tout à fait vrai. Je pense qu'il y a eu, dans la dernière période, une responsabilité particulière, non pas des scientifiques, mais des professeurs de médecine, qui sont venus sur les plateaux se disputer sur tout et tout n'importe quoi, et que là, la confiance envers un vaccin, c'est-à-dire un produit, s'il y a un produit médical, c'est bien ça, a encore chuté. Et que ça, c'est très grave, parce que ce n'est pas les autorités, comme on le dit tout le temps, la politique, les pouvoirs publics, le gouvernement. Ça, on sait que c'est une tendance lourde et qui traverse notre société depuis longtemps et qui n'en a pas fini. Mais il y avait cette confiance dans la science, dans la médecine, dans la blouse blanche. Et là, on a le sentiment que c'est en train de se casser la figure. Au point que moi, j'ai le sentiment qu'on va dépasser ces chiffres de 50 à 55% des gens, qu'on a là aussi une tendance, malheureusement, je trouve ça dramatique, un peu lourde dans la société française. Olivier Babot et Axel Kahn. Roland Caron, vous avez raison, mais il faut différencier deux types de dissensus, de non-accord des médecins entre eux sur le plateau de télévision notamment. Il y a d'abord le fait que quand le virus est arrivé, c'était un virus nouveau, une maladie nouvelle, et que les médecins aient des sensibilités différentes était normal. Et puis il y a eu un phénomène qui est tout à fait particulier, qui est, on va dire, les déviants, ceux qui se sont mis à avoir une parole, d'autant plus écoutée qu'elle était tout à fait à contrario de la parole qui était officielle. Et ça, on rejoint ce que je vous ai dit. Donc là, c'est un corps tout à fait particulier qu'on a appelé des négationnistes. Moi, je les ai appelés des abrutis, personnellement, et je confirmerai. Et de fait, il n'empêche que comme ils faisaient de l'audience, ils ont été extrêmement invités sur les plateaux de télévision et ils ont contribué à la défiance. C'est incontestable. J'ai plusieurs questions avant de nous quitter, Axel Kahn, qui sont très liées à ce que vous venez de dire. Est-ce qu'il faut, oui ou non, rendre obligatoire le vaccin? Une question qui est... La réponse est non, car le mouvement de résistance au vaccin ne permettrait pas d'arriver au même niveau de couverture vaccinale que permettra d'y arriver, on va dire, l'effort que des gens... convaincants comme moi et mobilisés comme moi, comme mon collègue, arriveront, sans doute. Alors, il faut jouer comme cela. Il ne faut pas donner une raison supplémentaire de s'opposer. Alors, les anti-vaccins, ils ont été particulièrement en première ligne autour du film Hold Up, dont vous avez certainement entendu parler. Ah, non seulement j'ai entendu parler, mais j'ai vu, oui. Donc, je répète rappelle pour ceux qui nous rejoignent, qui n'ont peut-être pas vu, mais donc c'est un film de 2h40 qui est très, très, très décrié, mais qui est aussi très, très, très partagé et qui met en scène, en somme, une théorie d'un complot des puissants pour nous asservir dans le contexte du Covid-19. Comment vous réagissez ? Là, on est totalement dans la sphère du complotisme et du n'importe quoi, vous savez, du genre de la vaccination, c'est ce que Google utilise ou Microsoft utilise pour mettre des puces électroniques et modifier notre cerveau et nous asservir. On a vu réellement cela, totalement. Que voulez-vous que je vous dise ? Moi, ce matin, j'ai pleuré dans mon papier. C'est-à-dire que je fais partie des gens qui, depuis 40 ans, suis sur le pont, à essayer de donner envie d'aimer la vérité, aimer de comprendre. Et après 40 ans d'efforts extrêmement loyaux, extrêmement intenses, je vois que mon beau pays, la France, que j'aime tant, est dans cette situation. Et je me dis, peut-être que toute ma vie était un échec. Peut-être que tout ce que j'ai fait n'a servi de rien. On en est là.
Bon, ben on sent votre émotion, parce qu'on sent qu'on est en train de toucher au fondement même de votre mission. Et vous avez peur que cette défiance exprimée et partagée via ce film mette à mal le combat, le vôtre et ceux de tous les médecins actuellement? Il en est un symptôme. Il ne va pas modifier les choses en elles-mêmes. Mais le fait, si vous voulez, que tous les groupes les plus complotistes qui défendaient les théories les plus singulières avaient des communautés Facebook de centaines de milliers de personnes. Un de mes collègues qui a eu une position déviante, un groupe de soutien, Didier Raoult, 1 500 000 personnes, etc. etc. Ouais. Que voulez-vous que je vous dise? C'est la réalité du pays dans lequel nous vivons. Dernière question, vous parlez du professeur Raoult, du coup, pardonnez-moi, je vous la pose, mais il est poursuivi par l'Ordre des médecins, notamment pour charlatanisme. Estimez-vous qu'en effet, il doit être poursuivi, sanctionné? C'est l'Ordre des médecins qui le dira. Honnêtement, je ne fais pas d'attaque personnelle et je ne veux pas me livrer à cela. Je crois que le professeur Raoult, que je connais depuis très très bien depuis très très longtemps, il a mal agi, pas tellement en proposant un traitement qui aurait pu marcher et qui était assez logique, parce qu'il n'a pas soumis son traitement aux essais qui auraient rapidement dit il marche ou il ne marche pas. Et à partir de là, tout est parti, et comme il est extrêmement têtu, il est toujours sûr d'avoir raison, alors il a laissé se constituer ces bulles complotistes avec des connexions avec le mouvement social que nous avons connu des Gilets jaunes, énormément de mobilisation massive de l'extrême droite, quelque chose qui est indigne d'un grand universitaire comme mon collègue, mon ex-ami, le professeur Didier Raoult. Je vous remercie beaucoup, Axel Kahn, d'avoir été avec nous une fois de plus ce soir sur ce plateau. Bon courage, encore une fois, dans la lutte qui est la vôtre, vos luttes, parce qu'elles sont nombreuses en réalité. Je vous remercie beaucoup.